C'est la 4e fois que je viens au Forum 104. Et pourtant j'ai fait une trentaine de conférences, même plus. C'est la 4e fois que j'ai des problèmes techniques au Forum 104 et jamais ailleurs. Des lampes qui claquent, des projecteurs en panne. Bon, est-ce que c'est un hasard? Voilà. Donc ce soir, nous allons parler du champ akashique. Qu'est-ce que c'est que le champ akashique? En fait, il s'agit du monde d'information invisible qui est sous-jacent à notre réalité, c'est-à-dire qui fait partie du vide. Pourquoi le vide ne serait-il pas vide? Alors ça, c'est une vaste question qu'on va appréhender progressivement. Et le contexte de cette conférence est vraiment philosophique dans la mesure où il s'agit de se poser la question de savoir la nature de notre réalité. Et on ne peut pas comprendre la nature de notre réalité si on ne comprend pas simultanément ce qui est sous-jacent à cette réalité, c'est-à-dire ce fameux vide. Quelles sont les différentes visions qui en ont été données au niveau de la philosophie, au niveau de la science, dans l'histoire? Vous avez le mythe de la caverne de Platon qui est probablement le mythe le plus proche de la réalité. Vous avez la théorie du multivers, que j'ai représentée ici avec deux terres différentes reliées par quelque chose qui ressemble à un trou de verre. Et vous avez la théorie de la simulation qui est très en vogue aux États-Unis notamment, et qui est très bien écrite par le film Matrix. Alors qu'en fait, il est clair qu'il y a du vrai dans ces trois visions de notre réalité sous-jacente. Mais pourquoi notre réalité est-elle plongée dans un vide qui est plein? Voilà la question. Alors, la réponse à cette question va vous sembler évidente une fois que je vous aurai expliqué pourquoi la réalité n'existe pas telle qu'on l'aperçoit. Ceci étant quelque chose qui est largement admis aujourd'hui, et même des revues grand public, comme La Recherche et d'autres, n'hésitent plus à parler du fait que le temps n'existe pas, ou la matière n'existe pas, etc., etc. Et l'espace notamment. Alors, pourquoi est-ce que l'espace n'existe pas tel qu'on le perçoit? Alors, l'espace n'existe pas tel qu'on le perçoit parce que maintenant, aujourd'hui, il est apparu clairement en physique que cet espace, il est courbé, un petit peu lorsque la ligne droite est courbée au voisinage d'une étoile, énormément lorsque l'espace s'engouffre à l'intérieur d'un trou noir. Et ce qu'on a du mal à comprendre lorsqu'on parle de trou noir, c'est que c'est pas la matière qui s'engouffre en un point, parce qu'il n'y a pas du tout de collision, il n'y a pas du tout de compression de la matière, c'est l'espace qui s'engouffre au centre d'un trou noir. C'est pas du tout la matière elle n'a pas de problème, mis à part quelques effets secondaires qu'on appelle effets spaghetti, etc. Mais si vous voulez, lorsqu'un corps plonge dans un trou noir, il conserve sa taille. Et la distance entre les corps qui tombent dans un trou noir reste à peu près la même. D'accord? Il n'y a pas cette compression-là, il y a juste un effet qui vient du fait que les lignes d'espace sont un peu courbes, ce qui crée une espèce de spaghettisation. Donc on a du mal à se représenter un trou noir tel qu'il est vraiment, parce qu'on a du mal à se représenter un espace qui est complètement courbe au point de s'engouffrer lui-même dans le vide. Et ça vient aussi du fait que lorsqu'on fait une représentation du trou noir ou de l'espace courbe, on fait une représentation qui suppose implicitement que l'espace sur lequel on représente cet espace courbe existe. Or, cet espace de représentation n'existe pas. D'accord? Donc il faut bien arriver à s'imaginer ça, et c'est vraiment difficile. Mais vous allez voir les conclusions auxquelles on arrive. De même, cet espace, il est buggé par d'autres problèmes, c'est-à-dire que lorsque cette fois-ci on descend dans l'infiniment petit, c'est-à-dire qu'on va chercher que devient l'espace lorsqu'on zoome en dessous de l'échelle des particules quantiques,
on s'aperçoit que cet espace, eh bien, il devient une grille, c'est-à-dire qu'il devient une grille en dessous de laquelle, si on considère l'interstice de la grille, la distance n'existe plus. Et là, on a le même problème, c'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'en dessous de 10 puissance moins 35 mètres, la distance n'existe plus, l'espace n'existe pas, on se visualise un espace dans lequel on n'aurait pas le droit de pénétrer, mais non, c'est même pas une question de droit, puisque cet espace n'existe pas. D'accord ? Et il se passe autre chose, c'est que cette grille dont la maille est à l'échelle de Planck, 10 puissance moins 35 mètres, cette grille, elle est en vibration. Elle est en vibration, elle est en... Alors ce sont des petites vibrations, c'est ce qu'on appelle le vide quantique, lorsque le vide quantique correspond à l'énergie minimale mise en jeu par le vide. Cette énergie minimale, elle correspond à ce qu'on appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg. Bon, je ne vais pas vous embêter là-dessus. Et cette énergie minimale, elle fait que le vide, et donc l'espace, parce que le vide et l'espace, on peut considérer que c'est la même chose, vibrent à une échelle, disons à une amplitude minimale, hein, mais peut vibrer aussi à de plus grandes amplitudes, et peut avoir des ondulations de plus grandes amplitudes, et on ne comprend pas bien que signifient ces vibrations du vide. C'est juste simplement parce que les équations mathématiques qui sont dérivées du principe d'incertitude d'Heisenberg nous décrivent cette réalité du vide de cette façon-là. Voilà, mais vous avouez que c'est quand même un petit peu bizarre, un espace qui ressemble plus à un champ qui peut se tordre dans tous les sens et qui peut vibrer qu'un espace, comme je vous rappelle, l'espace sur lequel on le représente n'existe pas. Alors, vous allez me dire, oui, mais la matière, il faut bien que l'espace existe puisque la matière existe. Eh bien non, la matière n'existe pas non plus, enfin, telle qu'on l'aperçoit, puisque à chaque fois qu'on s'aperçoit qu'apparemment on est tombé sur de la matière, quelque chose de tout petit, ben on zoome encore, on zoome, et puis on trouve de nouvelles particules. Donc en dessous des atomes, on trouve des quarks, et si on zoome dessus, eh bien finalement, non, on retrouve du vide, et à l'échelle intime, donc à l'échelle de Planck, on finit par tomber sur des vibrations. C'est pas de la matière. Et là, les deux grandes théories de grande unification de la physique moderne en vogue à l'heure actuelle sont toutes les deux d'accord sur le fait qu'il existe une plus petite distance, celle de Planck, et sur le fait que à cette échelle-là, on n'a que des vibrations. Donc on appelle ça les vibrations de Calabi-Yau lorsqu'on parle de la théorie des cordes, et on appelle ça des fluctuations quanto-gravitationnelles lorsqu'on parle de la gravité quantique à boucle. Donc vous voyez, la matière, c'est des vibrations, et en plus c'est des vibrations du vide. Enfin, et quand on calcule la quantité d'énergie qui correspond au vide, en réalité, on ne devrait pas parler d'énergie, mais d'information, parce que c'est un petit peu difficile à s'imaginer. C'est pas de l'énergie, c'est de l'énergie, on va dire, bloquée. On veut parler d'information. Eh bien, quand on calcule ça, on s'aperçoit que le vide contient 10 puissance 120 fois plus d'informations que notre réalité. D'accord ? Donc notre réalité, c'est extrêmement petit par rapport à la totalité de l'information dans l'univers. Troisième problème, on s'aperçoit que donc oui, la matière n'existe pas, l'espace n'existe pas, et le temps non plus. Pourquoi est-ce que le temps n'existe pas ? Bien entendu, le temps existe pour nous, puisque nous avons tous une conscience qui nous fait ressentir la sensation du présent, et on sait que ce présent va devenir demain, et qu'avant c'était hier. Mais ce temps-là, qui correspond à la variable t qu'utilisent les physiciens dans leurs équations, n'existe pas. Les physiciens continuent de l'utiliser parce qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher, mais on s'aperçoit que logiquement, il n'existe pas dans le sens où on ne comprend pas en physique le sens du présent. On pourrait tout aussi bien travailler à la variable t dans le futur ou dans le passé, mais pourquoi existerait-il un front du présent ? On ne sait pas, et d'ailleurs il n'existe pas de front du présent, c'est-à-dire il n'existe pas de temps à partir duquel tout ce qui est passé a été construit et ce qui est futur va se construire. Non, le futur il existe déjà, il est déjà réalisé. Donc
Pourquoi le futur est déjà réalisé? Parce que la relativité générale qui a été vérifiée expérimentalement par tout un tas d'expériences, nos GPS ne fonctionneraient pas si la relativité générale ne fonctionnait pas. Donc on peut déduire des équations de la relativité qu'il est possible de voyager dans le futur, on va dire, théoriquement, facilement. En pratique, c'est compliqué parce qu'il faut faire des voyages extrêmement loin à une vitesse proche de celle de la lumière et revenir. Et c'est le fameux paradoxe des jumeaux de Langevin. Et dans ce cas-là, le jumeau qui est parti, il revient, il a pu s'écouler 1000 ans sur la Terre, alors que lui n'a vécu que peut-être quelques jours ou quelques années. Mais il y a d'autres moyens, par exemple en compressant l'espace, en positionnant une personne dans un champ gravitationnel intense, ça revient au même. Et donc voilà, puisqu'on peut voyager dans le futur et que donc, ceci est technologiquement accessible, et qu'en plus on pourrait même voyager dans le passé par le biais de trous de verre, sauf que là on a un problème. Là les physiciens mainstream interdisent le voyage dans le passé, parce que si on voyage dans le passé, ils interdisent que la machine à voyager dans le passé elle puisse exister antérieurement à la date où elle a été construite. Bon, c'est pas très clean cette histoire, mais si cette histoire que les physiciens nous racontent n'est pas très clean, c'est parce que les physiciens, dans leurs équations, veulent absolument respecter la causalité stricte. Donc ça, on va revenir là-dessus. Alors que si on acceptait la double causalité, c'est-à-dire une influence du futur sur le présent ou du présent sur le passé, personne ne pourrait tuer son grand-père, parce qu'en voyageant dans le passé, on se retrouverait sur une ligne temporelle où jamais on pourrait tuer son grand-père. On se retrouverait, on irait aller se faire oublier, je ne sais pas où. Donc, bien entendu que le temps existe, on verra à quoi il correspond, mais le temps présent pour la physique n'a absolument aucune signification. Donc il n'existe pas. Donc ça veut dire que la matière, le temps et l'espace n'appartiennent plus à la physique. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des conséquences. Le temps, l'espace et la matière n'est plus une histoire de physicien. C'est grave. Bon, j'exagère un petit peu. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps, l'espace et la matière, c'est une création de la conscience. Alors, je ne vais pas dire du cerveau, puisque le cerveau n'existe pas, puisqu'il est fait de matière. D'accord? C'est une création de la conscience, mais pour rester objectif dans tout ça, on va évidemment continuer à faire de la physique, parce que, en fait, le temps, l'espace et la matière, et toutes les observations et l'expérimentation que les physiciens font, nous servent à déduire l'existence d'un immense champ d'informations à partir duquel notre conscience crée la réalité. C'est-à-dire que on arrive, malgré tout, les physiciens réussissent à faire cette prouesse extraordinaire que d'anticiper l'existence d'un champ d'informations absolument immense, à partir duquel, on ne sait pas comment, notre conscience crée la réalité du temps, de l'espace et de la matière. Et devenir objectif, rester objectif en physique, ça consiste à tenir compte de cette réalité. C'est-à-dire que pour rester objectif, il faut dorénavant travailler dans un univers global, un espace-temps qui n'aurait pas 4 dimensions, mais probablement 10. Et voilà ce que va devenir la physique dans les années qui viennent. Alors donc, j'ai fait cette introduction pour bien positionner pour le renversement de perspective que je vous propose, parce qu'il est fondamental pour comprendre et accepter tout ce qui va suivre. C'est-à-dire qu'il est plus raisonnable aujourd'hui, il est plus rationnel que de considérer que la matière dérive de la conscience plutôt que la conscience dérive de la matière. Voilà, ça c'est quand même quelque chose de très important. C'est beaucoup plus objectif, et la raison pour laquelle c'est plus objectif, c'est que ce qui est concomitant à la conscience, c'est l'information. Parce que la conscience, c'est quelque chose qui va nous permettre d'extraire de l'information physique. On va pouvoir faire la différence entre ce qu'on appelle l'information physique qui appartient à notre réalité quadridimensionnelle et l'information non physique qui appartient au vide. La différence entre les deux,
c'est que dès qu'il y a un observateur, il y a de la conscience, et à ce moment-là, l'information passe du vide dans la réalité. Donc, pourquoi est-ce que les physiciens ne vont pas plus loin sur pourquoi est-ce qu'il n'y a pas quand même des communiqués médiatiques, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas trop de cette affaire-là? Parce qu'en fait, ça embarrasse énormément la physique de travailler avec cette conception des choses, parce que ça pose un problème au niveau de leurs équations. Parce que qui dit voir l'univers comme un univers d'information, et non plus un univers fait de matière, de temps et d'espace, pose énormément de problèmes aux équations, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les équations de la physique obligent les physiciens à travailler avec 4 dogmes. Et ces dogmes, comme la physique a quand même une science extrêmement juste, extrêmement noble, extrêmement bien vérifiée, ces dogmes c'est la physique elle-même qui s'aperçoit que la conséquence de toutes les expériences qu'on fait est qu'on est obligé de nier le matérialisme, on est obligé de nier le caractère strict de la causalité, c'est-à-dire l'irréversibilité, on est obligé de nier également l'existence du hasard qui apparaît dans les équations, et on est obligé de nier le dogme fondamental de la physique qui est le déterminisme. Le déterminisme scientifique est indispensable, sinon on ne pourrait pas faire de science, mais le fait que ce déterminisme soit temporel, ou disons mécaniste, c'est ce qu'on appelle le mécanicisme, aujourd'hui ça ne tient plus la route. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc le matérialisme, pourquoi ça n'est plus valable? Alors le matérialisme conduit à la croyance que la conscience est le produit du cerveau, ça n'est plus valable parce que aujourd'hui on a compris que tout ça, ça interagit avec un vide qui est plein d'informations. Donc je vous ai dit plein d'informations, donc non physiques. Hein, non seulement invisibles, mais non physiques, parce qu'il existe des informations invisibles qui sont physiques. La lumière qu'on ne voit pas, par exemple. Donc il ne faut pas confondre. La causalité stricte qui conduit à l'idée que les effets suivent toujours les causes et contredit ce qu'on pense aujourd'hui en physique, c'est-à-dire que le futur existe déjà, donc est déjà rempli d'informations. Vous voyez, c'est encore une histoire d'informations. L'introduction du hasard en physique qui permet de prévoir, de faire des calculs avec des modèles probabilistes, suppose que dans la nature, tous les choix sont faits, mais dans des univers différents, de manière à préserver le déterminisme. C'est-à-dire que depuis 1982, il a été confirmé via une célèbre expérience d'Alain Aspect que le déterminisme quantique, qu'on avait découvert depuis très longtemps, était fondamental. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Dieu joue au dé. Vous vous souvenez peut-être d'Einstein, la discordance entre Einstein et Bohr, je crois. Einstein, on lui a répondu, mais ne dites pas à Dieu ce qu'il doit faire. La mécanique quantique aurait démontré qu'on a bel et bien un Dieu qui joue au dé. En réalité, non. Parce que si c'était vrai, ça ne pourrait pas correspondre avec le fait que ce hasard quantique, qui est impensable selon Nicolas Gisin, un physicien célèbre pour avoir renouvelé l'expérience d'Aspect. Ce hasard est impensable parce que ce hasard est assorti d'une coordination non locale, c'est-à-dire que c'est un hasard qui peut intervenir de façon corrélée dans différents points de l'espace, éloignés de façon telle qu'il ne peut pas y avoir de relation de causalité entre eux, et également en différents points du temps, c'est-à-dire que ce hasard quantique, il peut introduire de l'information à un endroit, mettons dans le présent, et simultanément la même information, ou disons une information corrélée, dans le futur, ou dans le passé, ou extrêmement loin dans l'espace. C'est plus de hasard. D'accord? Il se passe quelque chose. On a une coordination non locale de l'information qui est introduite dans l'espace-temps. Et enfin, donc c'est encore un problème au niveau de l'information. Et enfin, le déterminisme qui conduit à la croyance que nous sommes des machines, est contredit, on pourrait dire que c'est par l'indéterminisme quantique, en réalité il est contredit de manière plus fondamentale par ce qu'on appelle l'indéterminisme macroscopique, dans lequel les physiciens ne croient pas vraiment, mais là tout le monde n'est pas d'accord, et moi j'ai fait des travaux pour montrer que
la physique classique conduisait nécessairement à la physique quantique et que l'indéterminisme quantique se généralise tout à fait à l'échelle macroscopique et qu'il est dû au fait que dans la nature, toutes les interactions entraînent une perte obligatoire d'informations. Donc, à chaque fois, on a un problème avec l'information. Et pourquoi est-ce qu'on vit avec ce problème de l'information? Parce que on ne peut pas faire autrement, sinon on transforme la physique en une physique qui ne repose plus exclusivement sur les équations, mais sur autre chose. Et c'est absolument nécessaire. C'est absolument indispensable aujourd'hui. Il faut absolument que les physiciens apprennent à travailler avec simultanément des conditions initiales et des conditions finales. Ça, c'est le message personnel que je livre aux physiciens en passant au passage à travers mes conférences. Et ceci est absolument fondamental parce que les dérives associées au fait que tous ces dogmes, le matérialisme, la causalité, le hasard et le déterminisme, sont aujourd'hui contredits, sont quand même des fléaux. Hein. Le matérialisme engendre aliénation et déshumanisation. La causalité stricte engendre tous les systèmes de contrôle et de manipulation. La croyance au hasard engendre le darwinisme, la loi du plus fort, et la croyance au déterminisme engendre le transhumanisme et le consumérisme. Bon, c'est quand même assez chaud. Bien, je vais essayer de vous expliquer extrêmement simplement quelle est la cause du problème fondamental qui fait qu'on n'arrive pas à travailler avec de l'information non physique. Ça vient du fait que la physique des équations repose sur l'hypothèse que n'importe quel nombre est égal à n'importe quel nombre, 0.000, etc. Enfin, là, je donne un exemple. On croit que 1000 est égal à 1000.000, que c'est égal à 1000.0000000, etc., sans mettre de 1 au bout. Ben, évidemment que c'est vrai. Ben non, c'est faux. Parce que dans le premier cas, le nombre 1000, vous avez besoin de 10 bits d'information. Par contre, pour le nombre 1000.000, vous avez besoin de 20 bits d'information. Et puis pour le troisième, vous avez besoin de 30 bits d'information. C'est pas pareil. Alors, c'est ce que j'appelle l'énorme bug de la mécanique en 3 dimensions, et à chaque fois j'insiste lourdement là-dessus, mais là j'insiste encore plus, c'est que lorsqu'on fait le bilan d'une interaction en mécanique, on pensait qu'il fallait simplement admettre et faire fonctionner la conservation de la quantité d'énergie, d'accord ? Conservation de l'énergie et conservation de la quantité de mouvement. Eh bien, ça ne suffit pas de considérer ça parce que on a oublié, on suppose qu'on a une conservation de la quantité d'information. En fait, on s'en fiche, on ne se pose même pas la question. On oublie qu'on a une perte de la quantité d'information qui est associée à toute interaction. Et ceci est illustré par le schéma que j'ai fait. Si vous considérez que la boule bleue et la boule verte, ce sont exactement la même boule, c'est la même boule, simplement elle est assortie d'une incertitude. Hein, et on ne peut pas de toute façon dire que cette incertitude est nulle, puisque la caractéristique de l'espace l'interdise. Chaque interaction amplifie considérablement l'incertitude, les incertitudes associées à la position d'une boule, d'un objet ou de n'importe quoi. Et ceci est oublié, négligé par la physique. On en parle uniquement à propos de ce qu'on appelle la sensibilité aux conditions initiales, l'effet papillon, les phénomènes chaotiques. Et ceci est marginalisé à ce type de phénomène. C'est marginalisé, mais d'une façon qui n'est pas correcte, puisqu'on oublie d'en déduire que, et à l'échelle quantique, on a une incertitude à l'échelle quantique. Elle se propage. Première chose qu'on oublie. Et on oublie une deuxième chose, c'est que ça ne concerne pas que les systèmes chaotiques, ça concerne absolument tous les systèmes complexes dans lesquels il y a des interactions, c'est-à-dire tous les systèmes vivants. Et pas que les systèmes chaotiques. Ça concerne tous les systèmes dans lesquels on a des interactions multiples.
Et donc, pour résoudre ce problème-là, pour résoudre le problème qui fait qu'on gère mal la mécanique des interactions, parce qu'on oublie qu'à force de perdre des informations, il n'y en a plus. Or, nous vivons dans un monde qui est toujours informé. Ça veut dire qu'il y a un mécanisme qui fait que non seulement nos vies sont uniques, on n'est pas en train de vivre dans des mondes simultanés, en tout cas on ne le ressent pas. D'accord ? Il y a un phénomène qui explique pourquoi nous vivons dans un monde unique. Ce phénomène, ça s'appelle la décohérence en physique. La décohérence, c'est ce qui fait que des trajectoires multiples peuvent devenir, à l'échelle macroscopique, des trajectoires uniques. Mais la décohérence n'explique pas le choix qui est fait par la nature dans cette opération. La décohérence n'explique pas le fait que lorsqu'on passe d'une réalité quantique à une réalité macroscopique, d'où viennent les informations qui correspondent au choix fait par la nature. La décohérence ne l'explique pas. Donc, on a un problème, c'est que partout dans l'espace, il est nécessaire de rajouter des informations pour savoir où une particule doit aller. J'aime bien dire en conférence que même une boule de billard pourrait avoir un libre arbitre. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. J'ai fait beaucoup de travaux sur ce billard, et je me suis aperçu que pour qu'une boule de billard ait un libre arbitre, enfin, entre guillemets, la condition évidemment, en fait, c'est pour qu'on puisse décider où va une boule de billard, il suffit d'utiliser un billard de, mettons, 5000 boules et d'attendre une dizaine de chocs. Et à partir de là, la boule devient libre. Voilà. Donc, cette histoire d'interaction multiple, si on veut la gérer correctement mathématiquement, on s'aperçoit qu'il faut donc rajouter des informations, et comme il existe 6 dimensions dans l'espace des phases, c'est-à-dire les 3... On a une incertitude sur les 3 positions de l'objet qu'on étudie, mais on a aussi une incertitude sur les 3 directions, on va dire, de l'objet. Et donc on a une incertitude sur la position de l'objet dans le présent, et on a une incertitude sur là où va l'objet dans l'avenir. Ça veut dire qu'il est nécessaire de rajouter 6 dimensions à l'espace qui vont affiner, qui vont permettre d'informer la trajectoire de la boule, de l'objet ou de la particule. D'accord ? Et j'irai même plus loin, mais là sans vous faire le raisonnement, c'est très trop long. Le fait que la mécanique quantique existe, c'est-à-dire le fait que en mécanique quantique, des particules ne soient pas du tout informées, c'est-à-dire qu'elles soient partout à la fois, est simplement une conséquence de ça. C'est simplement une conséquence du fait que ce phénomène qui, à l'échelle macroscopique, a besoin d'interactions multiples, à l'échelle quantique, il a besoin qu'une ou 2 interactions, parce que simplement, plus l'objet est petit, plus l'objet est tout petit, et plus le nombre d'interactions au bout duquel il perd son information se réduit à peanuts. Voilà, 1 ou 2. Voilà. Donc la mécanique quantique est simplement une conséquence de la mécanique classique, mais simplement il ne fallait pas oublier le schéma des interactions dans lesquelles on rajoute des informations. Alors, voilà. Bon, là on va... J'avais un peu peur que ce que je viens de dire vous ait paru trop compliqué. Oui, mais c'est important, et on ne peut pas l'éviter, parce que sinon après on va vous dire oui, non, effectivement, ça repose sur rien, c'est pas sérieux, etc. Non, il faut que ce que je dis repose sur des bases rationnelles, et d'ailleurs, si vous venez me voir, c'est à cause de ça. D'accord ? Donc il faut bien vous taper la partie... sur les guérisons spontanées, l'effet placebo, les expériences de mort imminente, les perceptions extrasensorielles, les phénomènes parapsychologiques, les synchronicités, les phénomènes aériens non expliqués, etc. Tous ces phénomènes, et j'en oublie, sont des phénomènes qu'on peut commencer à comprendre lorsque on n'oublie pas d'intégrer cette notion d'information. Et à chaque fois, on s'aperçoit que c'est toujours en lien avec la conscience, c'est-à-dire que tout se passe comme si c'était la conscience qui introduisait les dites informations. Et donc, je propose donc 2 conclusions, ou on va dire hypothèses fortes. Hein. C'est que c'est bel et bien la conscience qui introduit ces informations, ou on va dire qui gère ces informations, parce qu'il ne s'agit pas d'une introduction
direct, il ne s'agit pas d'une introduction consciente, hein, c'est plus subtil que ça. Et la deuxième chose qu'on peut en déduire, c'est que ce sont des informations qui sont introduites dans l'infiniment petit, à l'échelle de ce qu'on appelle l'échelle de Planck, c'est-à-dire à l'échelle où les informations sont des informations quanto-gravitationnelles, c'est-à-dire des vibrations de l'espace. Voilà. Et le nouveau regard sur l'inexpliqué est également permis par le fait que l'introduction de ces informations dans l'espace-temps, dans notre réalité, va permettre de changer notre futur. C'est-à-dire que, de même que les physiciens travaillent avec un modèle, on va dire, cylindrique, ou une représentation cylindrique de l'espace-temps. Pourquoi ? Parce que l'espace-temps, il a 4 dimensions. Pour se le représenter en 3D, on enlève une dimension d'espace, et donc on va représenter l'espace par un disque, et on va pouvoir représenter le temps par la 3e dimension, ce qui va fabriquer un cylindre. Ce cylindre, il démarre en cône, qui correspond au Big Bang, et à l'explosion qui n'est pas une explosion du Big Bang, qui ensuite est suivie par un processus d'inflation qui fait augmenter de manière démesurée la taille de l'espace. C'est pas une explosion, puisque c'est l'espace qui est en expansion. Donc ce cylindre qui démarre en cône fait que notre espace-temps, l'espace-temps des physiciens ressemble à un serpent. Et lorsque je parle maintenant du fait qu'il faut introduire des informations dans l'espace-temps, quel est l'effet d'introduire des informations dans cet espace-temps qui ressemble à un serpent? Ça a pour effet de faire croître le serpent. C'est-à-dire que le vrai temps dans lequel notre univers évolue, c'est-à-dire notre espace-temps, ce n'est pas le temps de la mécanique qui n'existe pas, c'est le temps réel de la conscience, pendant lequel notre espace-temps évolue simultanément dans le passé comme dans le futur. C'est-à-dire que notre espace-temps, il serait flexible. Alors rassurez-vous, je ne suis pas en train de dire que le passé, il change d'une manière comme pourrait faire le futur. Il est possible que le passé change très très peu. Mais en physique, lorsque le futur change, il est nécessaire que le passé change. Voilà, c'est simplement un glissement de lignes temporelles. On peut considérer que dans le passé, un changement pourrait être, par exemple, une modification génétique. Ça peut vraiment se réduire à peanuts. Donc ne vous embarrassez pas à vous faire des visions d'un passé qui change vraiment, hein, parce que ça vous empêcherait. Moi, j'ai mis 3-4 ans avant de parler du changement du passé en conférence à cause de ça. Bon. Donc ne vous embarrassez pas avec l'histoire. Ne bloquez pas sur l'idée que le passé puisse changer. D'accord ? Il y a des grands physiciens qui envisagent que le passé puisse changer, hein, puisse être instable. Et donc, en ce qui concerne notre échelle, eh bien c'est pareil, à notre échelle, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Alors cette fois-ci, je passe de l'espace-temps à chacune de nos vies. On peut aussi considérer chacune de nos vies comme un cylindre, et à ce moment-là, on va la représenter comme un tunnel, c'est-à-dire un tunnel invisible qui oriente nos pas tout le long de notre vie. Puisque nous vivons dans une réalité qui est tout de même déterministe, hein, la physique, elle permet de calculer tout ce qui va, théoriquement, tout ce qui va arriver dans le futur, même si pratiquement on ne sait pas le faire. Mais les physiciens veulent que tout soit calculable, et donc notamment le futur. Donc on vit bel et bien dans un tunnel invisible qui oriente nos pas tout le long de notre vie. Simplement, ce que je dis, c'est que ce tunnel, il peut bouger. Et il peut bouger, pourquoi ? Par l'intermédiaire de notre conscience. Et alors là, j'ai demandé à un graphiste qui s'est proposé de m'aider pour illustrer mes conférences, et qui est très doué, de me représenter un futur qui peut bouger, en même temps qu'un passé qui peut bouger. Alors, j'ai essayé de prendre un cas de figure que tout le monde peut comprendre, parce que tout le monde n'a pas vécu des synchronicités dans sa vie, ça ce sera la prochaine étape. Donc là, je prends simplement un cas de figure où je prends quelque chose que tout le monde vit, c'est-à-dire, voilà, on travaille, ensuite on part en vacances, et ensuite on revient travailler. C'est-à-dire une période qui est décomposée en 3 étapes, on est au boulot, ensuite on va prendre des vacances, mais on ne sait pas ce qu'on va faire, pas trop, enfin, l'univers non plus, c'est pas trop d'ailleurs, mais en tout cas l'univers il va calculer tous nos possibles.
Notre futur va à un moment donné contenir un seul futur, mais comme ce futur il peut bouger, si on fait la somme de tous les mouvements que peut avoir notre futur, on fabrique, on va dire, une poche, là ça ressemble à une poche intermédiaire de scénarios que l'on peut vivre durant les vacances. Et donc là, je vais vous proposer une animation de cette histoire-là. Et donc là, je vais quand même vous donner quelques petites explications avant. Donc je vous ai parlé d'un tunnel. Là, des tunnels, il y en a deux. Donc il y a un tunnel orange dont on voit le passé et le futur. Et il y a un tunnel vert dont on voit également le passé et le futur. Et la question est de savoir si on peut passer de l'orange au vert. Et en fait, on va s'apercevoir que oui, on peut passer de l'orange au vert. Et là, ça va se faire par le fait que pendant les vacances, la personne en question va se retrouver devant trois occasions, trois opportunités ou trois situations où elle pourrait vivre un changement d'état de conscience. Elle pourrait comprendre un truc. Elle pourrait, pas seulement au niveau du mental, mais au niveau de son éveil, au niveau de sa vision de qui elle est, ou plutôt son détachement par rapport à la vision de qui elle est. C'est-à-dire percuter sur quelque chose qui fasse qu'elle change. Et donc à ce moment-là, son changement d'état ou de niveau de conscience fait que effectivement son futur va changer. Donc trois occasions, la première occasion ratée, la deuxième occasion qui marche mais c'est encore fragile, et la troisième occasion qui confirme que cette fois-ci c'est bon. Donc je vous montre l'animation. C'est pas sonorisé, je vais essayer de vous le commenter. Donc ça parle de soi-même. Voilà. Première occasion. Ça s'évanouit. Deuxième occasion, là c'est du sérieux, on a vraiment l'impression qu'il y a un changement de conscience parce que la taille du tunnel elle grossit, dans le fond on a vraiment l'impression qu'il y a un futur là, et puis attention, l'ancien passé fait mine de revenir, et puis c'est bon, c'est gagné, donc la personne elle a changé pendant ses vacances. Et donc elle retourne travailler dans un nouvel état d'esprit qui va faire qu'à ce moment-là, elle pourra éventuellement totalement changer sa vie. Hein? Alors voilà. Donc là, je résume un peu ce que je viens de vous dire. Quel est le mécanisme que je propose pour l'évolution du futur ? On fonctionne dans le temps réel. Donc là, ce que j'ai représenté par T1 et T2, ce sont des temps illusoires, c'est le temps ordinaire. Donc mettons T1 c'est aujourd'hui et T2 c'est demain. Voilà. Lorsqu'on avance de T1 à T2, à un moment donné, arrivé à T2, il peut s'avérer qu'on change notre futur d'un seul coup. Et donc ce n'est pas quelque chose qui va changer dans le présent, c'est simultanément tout un pan de notre vie qui va changer. D'ailleurs, c'est facile à comprendre. Si on admet qu'il y a un vrai changement dans le présent, il est normal que ça ait des conséquences. Donc, instantanément, c'est tout l'avenir qui est concerné. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a un ancien futur et un nouveau futur. On ne peut pas travailler avec un futur qui existe déjà si on n'envisage pas un basculement. Comme ça, c'est quelque chose qui fait peur aux physiciens parce qu'avec les équations, ils ne peuvent rien faire. Les physiciens ont tendance à nous enfermer dans des univers séparés, c'est-à-dire qu'ils disent que toutes les autres possibilités que nous avons de vivre nos vies existent dans des univers différents qui se trouvent à des milliards d'années-lumière. Certains physiciens comme Max Tegmark s'aventurent à chiffrer même l'univers dans lequel Max Tegmark arrive à un point de sa vie. Toute sa vie est exactement la même jusqu'à un certain point, et il existe un univers dans lequel, à partir de ce point-là, il a un futur complètement différent, et il dit que cet univers, il a une distance de 10 puissance 29 d'ici. D'accord ? C'est du sérieux. C'est même calculé. Donc, je propose évidemment qu'on laisse tomber cette théorie des univers parallèles. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas des réalités parallèles, mais ça c'est autre chose. Du multivers dans lequel toutes nos vies seraient séparées. Pour simplement utiliser une conception beaucoup plus simple, qui satisfait au principe de rasoir d'Occam.
dans lequel on considère simplement qu'à tout moment, on a coexistence d'une ligne de forte densité qui bouge à l'intérieur d'un champ de faible densité. C'est-à-dire que, et ça c'est ce que la mécanique nous apprend, là, vous voyez que tout simplement, notre vie est constituée d'une ligne de forte densité qui va à gauche de T1 à T2, et qu'ensuite on rentre dans un champ des possibles, qui est en fait une ligne temporelle de faible densité, tout simplement. Et la mécanique nous apprend que cette histoire de densité d'information, c'est le fondement. Pourquoi ? Pourquoi c'est le fondement de la réalité ? Parce que la mécanique nous apprend que la réalité est constituée de tous les possibles. C'est-à-dire que la réalité est toujours une superposition d'états. Ce que nous vivons, ce que nous observons en physique, ce sont toujours des superpositions d'états. Il en existe de deux sortes. Il existe les superpositions d'états ou de trajectoires quantiques, donc là c'est clair, on en entend parler, c'est ce qu'on appelle la fonction d'onde, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est, bon, les particules qui sont partout à la fois, etc. Moi je ne vais pas vous faire parler de la mécanique quantique, ça c'est trop compliqué. Mais on oublie de dire que notre réalité physique, elle-même, est une superposition, parce que notre réalité physique, elle-même, elle est limitée en information. C'est ce qu'on appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg. Il est impossible que la position que la position et la vitesse ou l'impulsion d'une particule soient qu'on puisse les connaître simultanément, avec précision. En fait, ça veut dire quoi ? Le principe d'incertitude d'Heisenberg, il est équivalent à dire que notre densité d'information physique est limitée. D'accord ? La densité d'information de notre réalité physique, elle est même de notre réalité, celle qu'on croit unique, en réalité, elle n'est pas unique. Parce que si on imaginait une réalité qui a une précision encore meilleure, où on s'autorise de descendre en dessous de la limite d'Heisenberg, on fabriquerait à nouveau un champ des possibles. D'accord ? Et donc, notre réalité physique correspond à une densité d'information limite. Et la réalité quantique correspond à une autre densité d'information, mais beaucoup plus faible. Tout est une histoire de densité d'information, et il en existe deux dans la nature. D'accord ? Il existe la densité physique et il existe la densité quantique. La question est, est-ce qu'il n'en existerait pas d'autres ? La réponse est oui. Pourquoi ? Parce que il est absolument indispensable d'héberger tous nos potentiels alternatifs de vie, c'est-à-dire d'héberger ce multivers qui va contenir toutes les vies que nous pourrions vivre. Il est absolument indispensable de pouvoir les héberger dans le vide quantique, dans ce vide qui contient des informations. Or, ce vide contient seulement 10 puissance 120 fois plus d'informations que notre réalité. Donc ce vide ne peut pas nous faire vivre plus que 10 puissance 120 scénarios de vie différents. C'est pas assez. C'est pas assez parce que 10 puissance 120 c'est 2 puissance 3 fois 120, c'est mettons 2 puissance 500. 2 puissance 500, il suffit de faire 500 choix dans une vie et l'univers est obligé de créer 2 puissance 500 univers rien que pour nous, pour une seule personne. Et ces choix, on peut les faire parce qu'il suffit d'utiliser un générateur quantique de nombres aléatoires qui va nous dire si on tourne à gauche, si on tourne à droite, si on fait ceci, si on fait cela. Expérimentalement, on sait qu'on va dépasser la taille du vide. Donc il y a un problème. Et la seule manière de résoudre ce problème, c'est de faire intervenir une troisième densité d'information, encore moins dense que la densité de la conscience, parce que vous l'aurez compris, on parle bien de densité de la conscience, puisque cette densité du vide, c'est la densité d'où vont provenir les informations qui émergent dans notre réalité et qui choisissent l'univers dans lequel on vit. Eh bien, si notre champ des possibles était illimité au niveau de la densité de la conscience, eh bien, ça ne serait pas possible d'héberger le multivers dans le vide,
et donc il est absolument nécessaire qu'il y ait au-dessus une densité plus faible qui dise « Ah ben non, ça, il ne va pas le faire, il ne peut faire que ça, 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 ça. » Voilà. Donc c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que on peut très bien imaginer différents niveaux de densité, même pas simplement avec cet argument, mais tout simplement parce que il est facile de comprendre que lorsqu'on zoome sur une ligne de forte densité, on va trouver que finalement elle est de faible densité, mais on peut continuer le processus comme ça, et c'est un peu comme comme une structure fractale. À force de zoomer sur une structure fractale, vous apercevez, ah ben il y a encore toujours des détails, et puis on zoome encore et il y a toujours des détails. Et en même temps que vous zoomez, ou en même temps que vous faites le processus inverse, vous compressez l'espace et vous dilatez le temps. D'accord ? Et ce processus qui consiste à passer d'une densité à la densité inférieure en compressant l'espace et en dilatant le temps, il a lieu dans quoi? Dans les trous noirs. Ou dans les trous de verre. C'est-à-dire qu'il y a une façon très simple de relier une densité physique à la densité de la conscience, c'est de passer par un trou de verre. Ou un trou noir, mais bon, qui ne va pas être créé par de la matière, et pour l'instant, ça nous dépasse technologiquement. Donc, ce que je propose, c'est donc un modèle de la réalité qui va permettre de décrire de manière rationnelle les possibilités de changement de notre vie à l'intérieur d'un univers d'information qui est le vide et qui contient tous les aiguillages possibles, ces aiguillages étant limités par le fait que il existe plusieurs densités d'informations qui se chevauchent les unes les autres. Et ces trois densités je propose de les appeler densité physique, densité de la conscience et densité du subconscient. Alors, avant d'aller plus loin, je pose la question, quand même, parce que là, il est en train d'entrer dans la métaphysique ou dans des questions relatives à l'âme, d'accord ? Est-ce que la physique... Que dit la physique sur l'existence de l'âme? Elle ne dit rien, puisque de toute façon, la science s'est fondée par opposition aux religions. On considère que la notion d'âme, ça appartient à la religion, donc c'est des conneries. Voilà. On circulait, il n'y a rien à voir. Et en plus, le formatage dû aux équations et le cloisonnement de la physique en tout un paquet de disciplines fait que les physiciens... Il y a extrêmement peu de physiciens qui vont s'aventurer dans cette histoire. Bon. Alors, est-ce que la physique, que dit la physique sur l'existence? Bon, elle ne dit rien, mais que pourrait-elle dire? Alors, qu'est-ce que c'est que l'âme? Alors, on peut définir l'âme comme étant quelque chose qui régit le vivant de manière non exclusivement mécanique, hein, c'est-à-dire que quelque chose qui va complémenter la mécanique, puisque vous savez maintenant que la mécanique est impuissante à déterminer le cours des événements, il faut d'autres informations, donc l'âme va jouer ce rôle. Elle va jouer ce rôle, et donc, mais elle va être une extension immatérielle, parce que l'âme, elle n'est pas matérielle, et puis c'est une extension immatérielle du corps qui devrait jouer ce rôle. Et en plus, il faut qu'elle survive après la mort. Alors si on a quelque chose qui régit le vivant de façon non exclusivement mécanique, qui est une extension immatérielle du corps et qui survit après la mort, on a le droit de l'appeler âme. Que dit la physique là-dessus? Eh bien, la physique, elle dit que ça existe. Voilà, simplement il fallait oser le dire. Alors, elle dit que ça existe parce que non exclusivement mécanique, oui, bien sûr, c'est l'indéterminisme quantique, l'indéterminisme macroscopique, tout ce dont je vous ai parlé, qui montre que les systèmes à interaction multiples, et donc le vivant, sont régis de façon non exclusivement mécanique. Extension immatérielle du corps, oui, puisque nous savons maintenant que ces informations viennent du vide et que le vide est plein d'informations. Est-ce que ça survit après la mort? Ben, évidemment, puisque ces informations qui sont au niveau quantique sont indépendantes du temps. Les informations qui interviennent dans la corrélation des états quantiques, dans les états quantiques superposés, etc., sont indépendantes du temps. Elles sont indépendantes de l'espace et du temps. D'accord ? C'est l'histoire des objets qui peuvent être corrélés, quelle que soit la distance et quel que soit le temps qui les sépare. D'accord ? Donc, lorsque on meurt, ce truc-là, ben, il n'y a rien de changé pour ce qui le concerne. Donc, la seule véritable question à son sujet, puisque l'âme existe,
rationnellement parlant, physiquement parlant, l'âme pourrait-elle être un véhicule pour la conscience? C'est ça la vraie question. Alors, donc là je vais un peu vite, et je vais répondre oui à cette question, mais un peu rapidement, conscient du fait que là je vais un peu vite, hein, mais bon, on va pas non plus, je ne vais pas faire une conférence de 2 heures. Donc je propose un modèle de l'espace-temps qui permet une évolution hors du temps de notre espace-temps ou de chacune de nos vies par l'intermédiaire de, on va dire, un réseau de neurones mathématiques. C'est-à-dire, puisqu'on a affaire à plusieurs couches, et puisqu'on a affaire à plusieurs vies qui sont chacune douées de conscience, et qui sont capables, puisque la conscience est capable de jouer le rôle d'un neurone de l'espace-temps qui vient modifier une vie localement, c'est-à-dire ma vie, la vôtre, c'est-à-dire, puisque le temps n'existe pas, le passé existe encore après notre mort, de même que le futur existe déjà, ça veut dire que quand je suis mort, ma vie existe encore, d'accord? Et pareil, les vies de nos ancêtres existent encore. Alors la question de savoir est-ce qu'il y a des consciences qui sont encore... Bon, je ne sais pas, on ne va pas aborder cette question, d'accord? Mais on a le droit de dessiner, puisque le temps n'existe pas, on a le droit de dessiner un système, on va dire hiérarchique, mais ce n'est pas une hiérarchie, dans lequel, partout dans l'espace-temps, on a des neurones de la conscience qui jouent un rôle, qui vont modifier une vie, puisqu'elles vont modifier des lignes temporelles, et qui peuvent être structurées hiérarchiquement jusqu'au sommet de la hiérarchie, que certains appelleront Dieu, ou je ne sais quoi, ou certains diront que nous sommes tous la même conscience. Nous sommes tous la même conscience qui agit sur notre univers par l'intermédiaire de différentes fenêtres qu'on appelle des corps humains, ou des véhicules. Bon, enfin, bon, là, on rentre dans la philosophie, dans la métaphysique, à fond la caisse. Et donc, je propose que dans ce mécanisme, à chaque fois que la conscience a fini de jouer son rôle dans le véhicule d'une âme, puisqu'elle ne peut plus conserver ce véhicule, elle monte d'un étage, etc., etc. Et je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de proposer un modèle cohérent qui permet de prévoir une évolution de l'espace-temps numériquement simulable. Parce que, et si je propose ça, c'est parce que j'ai moi-même développé des réseaux de neurones en faisant de l'intelligence artificielle, en transformant des caméras, en fabriquant des cerveaux pour des caméras, et que j'ai utilisé des réseaux de neurones à plusieurs niveaux, à plusieurs étages. Et donc je sais qu'on peut modéliser n'importe quel système dynamique complexe, modéliser ou disons le faire évoluer hors du temps grâce à un réseau de neurones mathématiques. Ça c'est quelque chose que moi je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, mais de jeunes physiciens le feront indubitablement. Et donc, souci de son. Et donc je propose une modélisation de l'âme dans lequel on voit sous la forme de 6 centres les 6 dimensions supplémentaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, et les 2 couches de la conscience et du subconscient avec le rôle qu'ils peuvent jouer dans notre réalité, c'est-à-dire que la conscience va agir au niveau des informations qui rentrent dans le présent, et notre subconscient va agir au niveau des informations qui jouent directement sur notre futur. Et ceci, il y a une raison, une très bonne raison à cela, c'est que notre subconscient vit dans une temporalité extrêmement dilatée, et que lui, il ne voit pas notre présent, il voit toute notre vie d'un seul regard. Bon. Et donc, ceci veut dire qu'il faudrait faire la différence entre le potentiel ou le pouvoir du mental à déterminer ce que l'on pourrait faire, et le potentiel ou le pouvoir de l'esprit à déterminer où nous allons. Dans un cas, on a vraiment quelque chose, un pôle masculin, et dans l'autre cas, on a un pôle plutôt féminin, puisque dans un cas, on est dans un système émetteur d'information, et dans l'autre cas, on est dans un système récepteur d'information, celui du soi. Et donc là, je propose un modèle, et là, on est dans, comme vous voulez, la métaphysique, l'ésotérisme, je l'avoue. Donc je propose un modèle qui, cette fois-ci,
n'est plus tout à fait inspiré par la physique, quoique si, puisque on a tout à fait le droit d'imaginer qu'il existe à l'extérieur de notre espace-temps, c'est-à-dire à l'extérieur de notre réalité, c'est-à-dire à l'extérieur du vide. C'est-à-dire, là je parle du vrai vide, qui serait à l'extérieur de notre espace-temps global à 10 dimensions. Alors, pourquoi ne pas imaginer que quelque chose relatif à la conscience existerait au-delà? Mais là, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai tendance à y penser parce que je pense qu'un réseau de neurones, il n'y a pas que 3 couches, il y en a d'autres. Bon, et donc à ce moment-là, on pourrait rajouter ce que j'appelle l'esprit, mais bon, certains vont inverser ce que j'appelle l'esprit et ce qu'on appelle le soi. Par exemple, j'ai lu certains écrits hindouistes qui le font, mais bon, ça c'est pas grave. Ce problème de terminologie, on le rencontre partout. De même la confusion entre l'âme et l'esprit. Enfin bon, si on considère que d'une manière générale l'âme est liée à tout ce qui est véhicule, alors on a d'un côté, donc on a le véhicule vraiment de la conscience qui aurait 2 parties, la conscience et le subconscient. Et donc on aurait finalement 4 entités qui relèveraient de notre individualité, de l'individualité de chacun d'entre nous. Donc un corps physique que j'appelle l'anima, en référence à Jung, qui parlait de l'anima et de l'animus pour décrire vraiment le corps de l'homme et de la femme. Une âme, donc une conscience, notre conscience d'être conscient, qui agit cette fois-ci comme un système de pilotage de notre corps. Un subconscient qui agirait comme cette fois-ci un système de guidage, parce que c'est dans le futur. Hein, imaginez quelqu'un qui utilise un avion télécommandé, mais l'avion il traverse des zones d'ombre, donc il faut qu'il ait un pilote automatique. D'accord ? Mais il ne faut pas qu'ayant un pilote automatique super performant, il oublie qu'il y a quelqu'un qui le télécommande. D'accord ? Et on aurait une 4e source d'information, à l'étage encore au-dessus, qui serait ce qu'on appelle, qui jouerait le rôle de maître, hein, ou de satellite, et qui serait totalement en dehors de l'espace-temps, et ça, on le croit si on veut ou pas, c'est au choix. Donc voilà le modèle que je propose, et sur lequel je vais plus loin dans mon livre. Tout dans la route du temps, parce que tout ce que je vous raconte là, c'est quelque chose sur lequel j'ai réfléchi pendant, on va dire, une dizaine d'années, et qui m'a conduit à des conclusions sur comment est-ce qu'on peut utiliser notre GPS correctement, c'est-à-dire déjà il faut commencer par s'y connecter, et pour s'y connecter, eh bien il y a, je fais également, ça viendra aux questions, hein, l'histoire de décomposer la conscience en 3 centres, mais vous avez vu qu'il y avait 6 dimensions, on verra ça aux questions. Donc la conscience étant décomposée en un centre mental qui correspond aux informations spatiales, en un centre émotionnel qui correspond aux informations vibratoires et en un centre énergétique qui correspond aux informations d'amplitude, parce que la conscience finalement c'est l'espace, parce que je vais peut-être oublié de vous le dire, mais puisqu'on relie la conscience aux informations quanto-gravitationnelles, ça veut dire qu'on relie l'information à l'espace, parce que ce quanto-gravitationnel, c'est des vibrations de l'espace. Et donc, ma conscience, elle consiste en un ensemble de vibrations de l'espace qui concerne tout mon corps. Et donc, il s'agit d'espace, et ces vibrations, cette espèce de structure vibratoire, on peut lui associer, on peut la caractériser dimensionnellement par une structure vibratoire, une structure mentale qui va représenter le réseau d'interconnexion, et une conscience qui va émerger localement. Là, j'ai mal là, je me sens bien là, etc. Enfin, bon, et qui ne va pas revêtir toutes les informations émotionnelles et mentales, spatiales. Voilà. Donc, à ce moment-là, pour arriver à se connecter au soi, il faut arriver à nous déconditionner des 3 robots qui affectent notre individualité, c'est-à-dire que comme nous avons 3 centres, nous sommes mus par 3 robots, à partir du moment où on n'est pas connecté au soi, c'est-à-dire que tout est mécanique à ce moment-là.
Tout est mécanique à partir du moment où on n'est pas relié à quelque chose d'extérieur qui va nous envoyer les informations qui font qu'on ne va pas avoir un comportement mécanique. Mais on a trois raisons de conserver un comportement mécanique. C'est prédominance de l'émotionnel, donc là on devient juge, c'est-à-dire qu'on juge tout, ceci est bien, ceci est mal, ça évite de faire fonctionner le cerveau, mais ça permet d'avoir un comportement qui fonctionne dans la vie de tous les jours. Le deuxième robot, c'est le robot du mental, c'est-à-dire on ressasse, où on est complètement pollué par nos pensées, etc. Et tout le monde se connaît maintenant le remède de la méditation qui évite de penser sans arrêt. Parce que là, nous sommes vraiment, ça c'est reconnu que nous sommes des robots au niveau de la pensée, les personnes les plus robotisées étant souvent les plus intelligentes. Et on a un troisième robot, qui est le robot de la conscience. Or, la conscience déconnectée du soi, ça n'est que la conscience, et donc c'est quelque chose qui finit par fabriquer un ego. Ce phénomène de fabrication d'un ego par la conscience étant dû au fait que la conscience se prend pour elle-même. Or, d'après mon modèle, nous ne sommes pas notre conscience. Notre individualité n'est pas dans l'horizontalité de notre conscience, elle est dans la verticalité de tout ce qui nous relie, de la réalité la plus dense à la réalité la moins dense. Et donc, comme nous ne sommes pas notre conscience, le fait de se prendre pour qui on est une attitude qui est fausse et qui conduit au développement de l'ego. Et pour arriver à se sortir des trois robots, il faut pratiquer le détachement pour se détacher de l'ego, le lâcher-prise pour le mental et la confiance en soi pour l'émotionnel. Trois façons de faire, c'est accepter le changement, laisser agir, sortir des sentiers battus, on pourra revenir là-dessus. Et lorsqu'on a réussi à virer les trois robots, on est automatiquement connecté au soi. Alors ça peut être plus ou moins suivi par un centre, soit à nouveau mental, émotionnel, etc. Si on est connecté par le mental, c'est l'intuition qui démarque. Si on est connecté par l'émotion, c'est la foi. Et si on est connecté énergétiquement, c'est le don de soi. Bon, je parle de tout ça dans la route du temps et aussi d'une autre manière dans la physique de la conscience. Et en conclusion, je dirais que le sens de la vie, que je développe un petit peu plus dans le livre La route de la physique de la conscience, c'est de trouver le bon positionnement, le bon alignement du moi de notre conscience entre ces deux réalités que sont notre réalité robotisée, l'ego, l'anima, et notre véritable être, notre être intérieur profond. Alors trouver le bon positionnement, parce que il est important d'être un robot pour exercer des tâches efficacement dans la réalité, pour s'intégrer très bien dans la société. Et aujourd'hui, on assiste à l'émergence de comportements robotisés très efficaces et qui sont même dangereux. Mais il est aussi très important de rester aligné au soi de manière à conserver la santé, donc à conserver une âme en bon état, de nous éloigner définitivement de la maladie. Et surtout, le plus important, c'est que la connexion au soi nous apporte automatiquement du bonheur. Voilà. Le bonheur n'étant pas la destination, mais le chemin. Voilà. Je terminerai là-dessus.